Voilà, je démarre l'enregistrement. Donc, merci à vous de vous joindre ce vendredi 14 juin à 4 heures. Comme je l'indiquais auparavant, j'avais déjà fait cette présentation en anglais, mais je pensais que la faire en français, ça pourrait intéresser certaines personnes et surtout ça permettre d'avoir une session interactive. Je me représente vite fait, Patrick Hotzeter, je suis basé en Genève et Lausanne. J'ai étudié il y a très longtemps le PFZ. Je travaille chez Amazon Web Services, mais je précise que cette réunion n'a rien à voir avec mon employeur et que les opinions que je vais émettre ici sont personnelles. Donc, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de partager un peu plus au niveau des grands modèles de langage? Donc, si on veut traduire Large Language Model en français, c'est grands modèles de langage. Donc, je vais utiliser quand même pas mal de termes anglais et pas forcément tout traduire en français parce que ouais, ça vient un petit peu étrange en français parfois. En fait, j'ai utilisé d'ailleurs Google Translate pour traduire la présentation d'anglais en français. Donc, il y a certaines traductions qui peuvent paraître aussi étranges. Toutes mes sources, les références, la plupart viennent du livre de Sébastien Rachka qui s'appelle Build a Large Language Model from Scratch. Ça faisait quelques mois, quelques temps que je cherchais une référence, un article, un livre qui permettait vraiment de comprendre comment bâtir un LLM à partir de zéro. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur le livre de Sébastien. Franchement, j'étais assez impressionné. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'apprendre en même temps que j'apprenais de partager et de partager l'expérience. L'avantage du livre de Sébastien, c'est qu'il y a aussi toute une série d'exemples de code qu'on peut trouver sur GitHub. Même sans acheter le livre, vous pouvez facilement télécharger le code de GitHub et puis suivre toutes les étapes de construction de Large Language Model. Donc, je vous encourage à aller voir sur GitHub. Vous pouvez faire GitHub Sébastien Rachka, Build Model from Scratch et vous allez trouver le lien assez facilement. Si jamais il y a une question, vous me dites parce que je ne vois pas forcément le chat. Donc, notre petit webinaire aujourd'hui se concentrera d'abord sur la compréhension des grands modèles et ensuite on passera à une première étape de comment on prépare les données. Puis ensuite, si on a le temps, mais on peut faire une deuxième session, on va parler un petit peu de self-attention, mais je ne sais pas si on va y arriver, sincèrement. Donc, j'avais prévu 90 minutes ou 90 minutes, mais on verra si on tient jusque-là. Donc, bon, on a parlé de machine learning auparavant. On sait que l'intelligence artificielle inclut différents domaines. On a le machine learning, on a l'apprentissage profond, deep learning, on a les large language models, on a generative AI. Donc, generative AI, c'est pas seulement les large language models. Generative AI, ça couvre également la génération d'images, la génération de vidéos. Ça couvre des modèles multimodaux qui savent faire du texte et de l'image. Donc, pas seulement les LLM. Mais bon, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement le machine learning. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à entendre parler d'intelligence artificielle il y a très longtemps. À ce moment-là, on parlait plutôt de système expert. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de système expert, mais ça date des années 80 ou même avant. Il y avait aussi la notion de logique floue à l'époque, ou raisonnement symbolique, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que machine learning, il n'y a pas que deep learning, il y a plein d'autres domaines. Euh, J'avais trouvé un article qui résumait un peu les grands courants de large language model. Donc, il y a les modèles basiques, il y a les modèles un peu plus évolués, et il y a les modèles augmentés. Donc, au départ, on arrive à faire de la compréhension surtout. Ensuite, on a appris au LLM à faire à exécuter de nouvelles tâches et vraiment de la génération de texte. Et puis ensuite, on a des LLM plus évolués
permettent de raisonner en plusieurs étapes. Il faut leur donner des exemples, évidemment, pour raisonner, mais ils peuvent suivre une certaine logique. Aujourd'hui, bon, voilà, vous le savez déjà, puisque vous avez quand même des connaissances, donc, les LLM sont utilisés pour diverses tâches, pour la génération de texte, pour leur traduction, pour l'analyse de sentiments, pour la synthèse de texte, etc., etc. Dans cette présentation, on va plutôt se concentrer sur la compréhension du fonctionnement des LLM à partir de zéro. Comment on code un LLM à partir de zéro. C'est pas un cours sur comment, enfin, c'est pas une introduction à comment on va utiliser ChatGPT, mais plutôt comment on pourrait construire un ChatGPT nous-mêmes. C'est assez intéressant, je trouve. Donc là, on a un aperçu des différentes étapes de construction des LLM. Commence, d'abord, il faut collecter des données. Euh, Ça paraît clair. Et d'ailleurs, on dit souvent que les data scientists passent plus de temps à collecter et nettoyer les données qu'à faire vraiment de la modélisation. Donc, on passe beaucoup de temps à collecter les données, à les nettoyer en français. Ensuite, une fois qu'on a collecté les données, on va les tokeniser en bon français. Donc, on va prendre les textes et on va les séparer mot par mot, ou parfois caractère par caractère, suivant ce qu'on fait. Il y a des modèles qui sont basés sur les caractères, la suite de caractères, il y a des modèles qui sont basés sur les suites de mots. Et il y a des modèles qui sont basés en fait sur des morceaux de mots, donc, ce qu'on appelle byte pair encoding. Ou, par exemple, word piece, c'est quand on prend un texte et on sépare par mot, et sentence, on sépare par phrase. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi définir la position des mots dans une phrase. Ça paraît assez important pour qu'on puisse se comprendre, puisque dans toute la en français, en anglais, en allemand, en d'autres langues, les mots ont évidemment une position. Donc il faut pour ça coder aussi non seulement un mot, mais aussi sa position dans le texte. Ensuite, il faut choisir une architecture. Bon, on verra plus loin quelles sont les architectures de LLM, encodeur, décodeur ou les deux. Chaque architecture permet de faire un certain nombre de choses. Encodeur, encodeur, ça veut dire qu'on va simplement prendre le texte et l'encoder d'une manière vectorielle qui nous permettra après de faire une analyse de sentiment, de classification, tandis que décodeur nous permettra de générer du texte ou faire une traduction, etc. On verra ça après. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, on fait du pre-training. Alors pourquoi on appelle ça pre-training? Parce que c'est pas encore vraiment fine-tuné. Alors, pre-trained. GPT, d'ailleurs, c'est l'abréviation de Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est un modèle brut, on va dire. Ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, ça peut être. ChatGPT, c'est pas le modèle lui-même, c'est GPT-4 plutôt que le modèle. Euh, une fois qu'on a un modèle qui est pré-entraîné, on peut le, comment dire, en- en anglais, fine-tuner pour, par exemple, adresser un domaine plus spécifique. Domaine bancaire, domaine scientifique, domaine industriel. Ça, ce sont les grandes étapes. Ça va jusqu'ici? Ouais. Ouais, je pense que là, ça va. Donc, là, c'était un autre article qui me paraissait intéressant. C'était un petit peu, voilà, un aperçu des LLM populaires en 2023. Donc, ça a pu changer entre deux. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, on voit, par exemple, le nombre de paramètres. Donc, si on regarde alors, un des premiers LLM, c'est BERT. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de BERT. C'est un des premiers modèles qui a été développé par Google en 2010 et 18. Donc, on voit qu'il y avait entre 110 et 340 millions de paramètres. 2018, pardon, ouais, c'est marqué. Donc, 110 à 340 millions. Maintenant, si on regarde GPT-4, on parle de 1,76
Terra, Terra quelque chose, paramètres. 1000, voilà, 1000 milliards de paramètres. On voit l'évolution en 5 ans, c'est assez énorme. Sinon, on a la famille Llama de Meta, on a la famille Palm de Google, ensuite on a d'autres LLM populaires comme Mistral, je crois qu'il n'est pas encore dans la liste, oui, Mistral en fait, oui. De Mistral, la société française, et Falcon, qui a été développé par un institut de recherche aux Émirats arabes unis. Pour revenir à quelques familles de LLM populaires dont j'ai parlé juste avant, OpenAI, GPT-1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si on est arrivé à 5, mais il ne me semble pas encore. 4.5. Meta, Mistral. En fait, Mistral, Meta, Llama, etc., Vigogne, Alpaca sont tous basés un petit peu sur la même architecture. Et ensuite, on a la famille Google. Même si ce sont différentes familles, ils sont tous basés sur la même architecture de base de transformer. Je ne pense pas qu'on traduise transformer en transformateur, hein, mais bon, on va parler de transformer. Voilà, c'est une petite chronologie, ça peut être intéressant. Donc, on voit vraiment, je pense qu'en 2024, on aura un plus grand nombre de LLM. Donc, ça, c'est l'état des lieux fin 2023, je pense. Ok. Qu'est-ce que ça implique le pré-entraînement ou le pré-apprentissage de la LLM? Ça implique d'abord la collection des données, donc Internet, etc. Euh, Ça implique le nettoyage des données, comme je l'ai dit. Quand on parle de préformation, ça fait vraiment référence à la phase initiale, pour laquelle un modèle est formé sur un ensemble de données assez vaste. Et ensuite, ce modèle peut servir à d'autres modèles plus raffinés. Donc, j'en ai parlé avant. Donc là, on parle de formation en deux étapes. Donc, on a une première étape qui est le pré-entraînement, puis ensuite, on a une deuxième étape d'entraînement plus spécifique pour certaines tâches comme classification, comme résumé, comme traduction, etc. Mais on peut utiliser aussi, comme on voit en haut, euh, un modèle de base pour faire de la génération de texte, comme ChatGPT utilise le modèle de base GPT-4, comme Anthropic Chat utilise Claude 3 pour la génération de texte. Voilà, donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc là, on a une représentation simplifiée de l'architecture originale du transformer, telle qu'elle a été présentée en 2017. Donc il y a deux parties. Il y a un encodeur à gauche, donc il traite le texte d'entrée et produit une représentation vectorielle du texte, qui capture de nombreux facteurs différents, etc., du texte, et qui essaie de comprendre chaque mot, son contexte, comment utiliser dans quel contexte, dans quelle phrase. Et de l'autre côté, on a le décodeur, qui peut être utilisé pour générer, par exemple, le texte traduit. Donc, dans ce cas-là, on a une architecture avec un encodeur, un décodeur. À l'entrée, on a un texte en anglais, this is an example, qui va être traité, qui va être codé, et qui va output un ensemble de vecteurs qui va être passé au décodeur, et le décodeur va pouvoir traduire ça en allemand. C'est deux choses qui se passent en même temps, en parallèle, si on veut. Donc, on commence par le texte 10, et le 10 va être traduit en das, ensuite le das, ensuite on a un this is qui va être traduit en das ist, etc., etc. Donc on a bien deux types. Donc le type BERT, c'est par exemple, si on veut utiliser que la partie gauche, on a des vecteurs en sortie qui vont nous aider à classifier, à faire des prédictions de sentiments, de classification de documents, mais pas de génération de texte. Ce qu'on appelle des architectures de type BERT.
sinon, à droite, on a les architectures de type GPT qui vont nous permettre de générer du texte, ou de rédiger des fictions, ou de faire de la recommandation de code qui est assez importante de nos jours. Donc là, je ne vais pas me répéter. Plus, donc, les LLM peuvent aussi résoudre différentes tâches, quoi, en fonction de ce qu'on leur donne en entrée. Donc, on peut simplement lui demander de compléter une phrase. Donc, si je dis breakfast is the, le LLM va me compléter la phrase en disant breakfast is the most important meal of the day. Euh, Ensuite, on a ce qu'on appelle les tâches zéro shot. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire zéro shot en français, peut-être qu'il y a une idée, mais zéro tir. Mais bon, ça ne me paraît pas très, pas très approprié. Alors, en fait, zéro shot, ça veut dire que simplement, je donne au modèle une tâche et j'espère qu'il s'en sorte avec cette tâche. Donc là, il traduit-moi anglais en allemand et il me traduit breakfast dans ce que je dis. On peut aussi lui donner plusieurs exemples et grâce à ces exemples, il va trouver lui-même ce qu'il doit faire. Donc, dans ce cas-là, on lui donne des exemples de comment corriger des fautes d'orthographe. Ouais, il y a une question. Je vais voir. Quelqu'un peut me. Combinado. Ela pode Allô? combinar Ouais. na Il y a une question? Non? OK. Euh, voilà, donc je passe là-dessus. En fait, quand on va entraîner un large language model, le système apprend juste à prédire le mot suivant. Voilà, en fait, ça a l'air tout simple, mais c'est déjà assez compliqué. Donc, c'est une forme d'apprentissage auto-supervisé, puisqu'on ne lui donne pas d'avance ce qu'il doit faire. Donc, on lui dit simplement, voilà, je te donne ce bout de phrase et essayer de me prédire le mot suivant. Après, je lui donne le mot suivant et il lui donne-moi le mot suivant, etc., etc. Donc, en fait, on masque la partie qu'on veut qu'elle soit générée et on ne lui donne pas la réponse à l'avance. Donc, par exemple, ici, on voit un exemple de comment on va entraîner un modèle. On va lui donner une première utilisation, on lui donne 2 mots, après on lui donne 3 mots, etc. Donc, on continue à l'entraîner mot par mot. C'est la base de l'apprentissage des LLM. Ce qui est assez impressionnant parce qu'après, on peut lui donner des tâches beaucoup plus complexes que ça pour prédire le prochain mot. Mais à la base, un LLM est entraîné mot par mot. On a vu qu'il y avait 3 étapes, hein. Donc, il y a d'abord, on construit le LLM, on prépare les données. Ensuite, on verra le mécanisme d'attention un peu plus tard. On choisit l'architecture et ça nous donne un modèle de base ou un foundation model. Et ce foundation model, on peut ensuite l'entraîner pour des domaines un peu plus spécifiques. Voilà, donc ça, c'était un peu la première partie d'introduction. Un petit résumé. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Non, ok. C'était une introduction, donc je ne m'attends pas à la grosse question. Donc, voilà. Donc, je vais passer à peut-être assez vite, mais à la préparation des données. Comment on prépare les données? Euh, alors, c'est assez marrant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de plongement lexical ou sémantique, mais moi pas, en tout cas, avant que je traduise. Donc, en anglais, on parle de word embedding. Donc, en fait, c'est le fait de transformer un mot en représentation vectorielle. Et en français, la traduction
devient plongement lexical. Je crois que je vais continuer à utiliser le concept de word embedding, ça va être plus simple. Donc, on prend un texte, on prend une vidéo, on prend un fichier audio et on le convertit dans une représentation vectorielle. On ne peut pas utiliser tel quel, évidemment, le texte ou l'audio pour entraîner un réseau neuronal, mais c'est pour ça qu'on doit d'abord les convertir dans une représentation vectorielle. Alors, on a dans le passé plusieurs algorithmes et frameworks qui ont été développés pour passer d'un mot à une représentation vectorielle. Il y a quelques années, il y a une approche qui s'appelait Word2Vec qui était assez populaire, donc, qui a été en fait entraînée sur Wikipédia, si je m'abuse. L'idée, c'était vraiment que les mots similaires apparaissent dans des contextes similaires. Donc, les vecteurs les vecteurs de mots qui apparaissent dans des contextes similaires sont aussi assez proches dans leur espace vectoriel. Donc, si ici on regarde eagle, duck et goose, donc aigle, canard et oie, elles sont assez proches puisque c'est des oiseaux, tandis que peut-être l'écureuil est un peu plus éloigné par rapport aux oiseaux. On a aussi le fait que les villes ou les pays ou des endroits sont assez proches d'un point de vue vectoriel par rapport aux oiseaux, etc. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux, c'est qu'on essaye d'avoir une représentation vectorielle des mots. Alors, dans le cas de Work2Vec, c'était plutôt les mots par rapport aux autres, et on verra que dans les large language models, c'est aussi les mots, pas seulement leur représentation par rapport à d'autres mots similaires, mais un mot peut avoir une représentation différente en fonction de son contexte. Donc, si par exemple je parle en anglais ou en français, mais si je parle de dog en anglais et de hot dog, on voit bien que le mot dog n'a pas la même signification. J'ai pas envie de manger mon chien, personnellement. Donc, voilà, mais donc, ça va nous permettre, la représentation vectorielle dans le contexte, dans un large modèle, de différencier certains mots dans des contextes différents, alors que ce n'était pas forcément possible avec les premières approches comme Word2Vec. Donc, à l'époque, juste pour rappeler, on avait commencé avec des petits modèles, donc des petits modèles avec peut-être 100 millions de paramètres, alors que maintenant on en a quelques milliards. Donc, on n'arrivait pas forcément à représenter toutes les finesses du contexte et toutes les représentations possibles de certains mots dans leur contexte. Donc, évidemment, plus on a de paramètres, mieux on arrive à différencier entre les mots dans différents contextes. C'est une question, pardon. Je regarde juste les messages. Alors oui, donc j'avais pas vu, Maxime, merci. Zéro shot sans exemple, ouais, pas mal. J'avais pas vu la remarque. Et ensuite, comment l'algo sait qu'il faut rapprocher un aigle et un canard? Ouais, ça c'est une bonne question. Mais en fait, c'est plutôt par rapport à force. Si on entraîne le modèle et on lui apprend à générer des mots, il va se rendre compte que certains sont plus proches que d'autres. Donc, on va lui passer un certain nombre de fois les mêmes données d'entraînement. On va comparer à la fin s'il a généré les bons mots ou ceux qu'on attend. Et on va pouvoir adapter les vecteurs pour qu'à la fin, on ait un rapprochement entre aigle et canard. C'est clair qu'au début, il ne le sait pas, hein. On va commencer par des vecteurs totalement aléatoires au début de l'entraînement, puis ensuite, en fonction de ce qu'on désire faire. euh, Si par exemple, je veux dire, j'aimerais classifier un document, est-ce qu'il parle d'aigle ou de canard, je vais l'entraîner en fonction de cette tâche.
Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que les canards font partie d'une famille, par exemple, de documents qui parlent d'oiseaux. Donc, à partir de là, les vecteurs vont se rapprocher. Mais évidemment que ça dépend de la tâche et de l'objectif que j'ai au départ. Donc, je vais essayer de retrouver ma... Ah, je remonte mon écran. Donc là, on voit un petit peu schématiquement ce qui se passe. En fait, on a un texte, d'abord, on décompose. Je vais parler en... Excusez-moi, Ouais. j'ose vous interrompre. Je Oui, crois oui, que bien vous sûr. avez partagé le mauvais écran. Vous avez celui qu'on utilise pour gérer les changements de slide. Ah, Désolé, hein. alors c'est mon Mac perso, donc ça. Ok, bizarre. Ok, ok, pardon. Pas mieux là? Nickel. Ouais, en fait, oui, enfin bon, je sais ce que j'ai fait, mais merci de me rappeler. Donc là, on voit les étapes de codification au départ. Donc, on a un texte, on décompose le texte en mots. Ensuite, ces mots, on a un vocabulaire, on a un certain nombre de mots, et chaque mot dans un vocabulaire a un identificateur. Mais à partir de ces identificateurs, on va chercher sa représentation vectorielle. Une fois qu'on a la représentation vectorielle du mot, on peut passer au modèle pour qu'il génère du texte, ça passe à travers le réseau de neurones. Donc là, on voit ça un peu plus en détail. Donc, par exemple, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Donc, d'abord, on a ce qu'on appelle la tokenisation. C'est par les mots. Chaque mot est représenté dans un vocabulaire. Le vocabulaire a un certain nombre d'identifiants. Alors, par exemple, le mot dog aura un identifiant 1 et le mot fox aura un identifiant 2, par exemple. Donc, ça donne un identifiant. Ensuite, on a un certain nombre de vecteurs qui représentent ces mots et ces vecteurs, on va les utiliser ensuite pour, euh, pour générer, pour l'injecter dans le réseau de neurones d'abord et ensuite générer le texte. Donc là, on montre simplement schématiquement comment on va entraîner le modèle. Donc, on va d'abord lui donner un mot. Euh, Donc l'homme, ensuite le modèle va prédire le prochain mot, etc. Et chaque fois, on lui donne un mot supplémentaire. Mais on ne lui donne pas toute la phrase en entier. C'est comme ça en fait, c'est la grosse différence entre la partie encodeur, où là, on donne toute la phrase, puisqu'on veut en fait l'entraîner à produire des représentations vectorielles, tandis que la partie encoding, là, on veut vraiment qu'il génère le prochain mot. Donc, on va lui cacher les prochains mots pour qu'il apprenne à générer le mot qui est logiquement la suite de, par exemple, learn to predict, etc. Donc, il va apprendre à générer le prochain mot. C'est comme ça qu'on va générer un modèle de base. N'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair. Donc là, c'est un peu une représentation différente de ce que je viens de dire. Donc on va prendre un texte, on va le séparer en mots ou en parties de mots et on va ensuite les représenter en vecteur. Et ensuite, comme on voit ici, on lui donne la source. Donc, et puis, à la sortie, on reçoit les cibles et on mesure l'écart entre les deux pour pouvoir entraîner le modèle.
Mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc là, ça, on a déjà vu. La préparation la préparation du texte, donc passer de la présentation textuelle à la représentation vectorielle. Et là, on voit en fait que donc on a tous les vecteurs représentant chaque mot sont ensuite mis en matrice, dans une matrice en fait qui va être utilisée pour l'entraînement. Mais on verra un peu plus tard dans le self-attention comment ça fonctionne en fait. Donc chaque ligne ici représente un vecteur qui représente un mot. En fait, donc j'avais parlé au début de la position de chaque mot qui est importante dans le texte. Donc il faut à la fois en entrée de modèle lui donner le vecteur qui représente le mot, mais il faut aussi lui donner la position du mot dans la phrase. Donc en fait, on va concaténer la position et le mot lui-même. Donc, on va avoir une représentation du mot et de sa position dans le texte. Bon, après, certains modèles utilisent différents algorithmes pour représenter la position. Ça peut être une position absolue, ça peut être d'autres algorithmes. Mais bon, ça, c'est le niveau encore plus avancé. Donc, en gros, voilà ce que ça donne, une fois qu'on a préparé le texte. Des questions? Je me lance sur une question. Vous Mhm. m'entendez? Ouais, allez-y. Ok. La fonction en fait qui quelque part en fait transforme le texte en vecteur et inversement, elle est bijective, c'est-à-dire qu'on peut retransformer le vecteur en mots derrière. C'est comme ça que fait le LLM pour redonner du texte, c'est juste? C'est juste, ouais, en gros, mais ouais, en fait, oui, c'est juste. Ok. Et j'ai une autre question aussi, je me permets, hein. Hem, au niveau au niveau de l'apprentissage justement du pré-entraînement, Mhm. heu, est-ce est-ce que la rétropropagation en fait elle modifie à la fois la façon de faire l'embedding Ouais, et les deux. le modèle ou ouais, c'est les 2, hein? Ouais, D'accord. C'est ouais, pour parce ça que qu'après quand on les utilise c'est pour ça que quand on les utilise, il faut avoir le même, faut avoir quelque part le mécanisme d'embedding qui correspond au modèle qu'on choisit. C'est ça? ouais, c'est ça. En fait, le modèle sera entraîné, donc les embeddings vont être pas définis pour chaque mot, quoi, en fait. Je veux dire, donc au départ, je sais pas s'il y a ici, par exemple, j'aurais le mot chien, par exemple. Bon, on va aller chercher, je veux dire, quand on va donner un token, l'ID de ce mot, il va aller chercher l'embedding qui correspond dans ce modèle. On ne va pas lui donner un embedding aléatoire. Ouais, Mmh. Mmh, d'accord. on est bien d'accord. Ouais. Et donc, vous avez raison. On, on vient, on pourrait démarrer une représentation vectorielle de mots déjà prédéfinie, par exemple, work to wake. Et puis après, essayer d'entraîner, je ne sais pas ce que ça donnerait, en parenthèse, mais essayer d'entraîner le modèle. Mais en fait, c'est juste, il y a à la fois la représentation vectorielle des mots qui va être entraînée. Donc, au début, on démarre avec une aléatoire. Et puis, mais pour les mots, mais aussi pour les poids des différents neurones dans le réseau neuronal. Donc, en fait, les deux sont entraînés en même temps. Ouais, mais par contre, par rapport à votre question sur la bijectivité, en fait, j'ai dit oui, mais à mon avis, c'est plutôt non. Ça dépend comment on voit la question. Mais
à la sortie de l'encoder, on a plutôt des probabilités de quel est le mot dans le vocabulaire. Donc, on a peut-être 50 000 mots dans un vocabulaire, donc on aura un vecteur de 50 000 positions. On n'aura pas un embedding qui va dire ça va être celui-là, celui-là, celui-là. Donc, je me suis trompé. Hein. Mais par contre, on aura, si j'ai 50 000 mots à la sortie, 50 000 mots dans le vocabulaire, d'accord? Ensuite, j'aurai par exemple une probabilité à 0,05 pour le deuxième mot ou 0,10 pour le troisième. Maintenant, ce troisième mot, il va correspondre à une position dans le vocabulaire, en fait. Donc, ce n'est pas tout à fait bijectif. J'ai mal compris la question. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, en fait, j'essaie de réexprimer pour voir si j'ai bien compris. Mais Ouais. du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va calculer en fait finalement une position dans l'espace vectoriel. Autour de cette position, il y aura des mots et en fonction de quelque part de la distance avec ces points, En gros, ouais. il va pouvoir dire ce mot-là, il me paraît plus probable qu'un autre. Voilà, exact. En gros, c'est ça. Ouais, si on veut simplifier, c'est ça. Après, mais il va dire pour les 50 000 mots de vocabulaire. Il y aura Ah, ok. 50 000 probabilités. Après, il y aura une fonction softmax qui va déterminer quels sont les meilleurs mots. Alors d'ailleurs, ça c'est intéressant comme discussion parce que si vous avez utilisé si vous avez utilisé même sans programmer des chat GPT, je pense pas qu'on peut, mais on peut en général dire, voilà, il y a des paramètres comme top key et des choses comme ça qui vous permettent de dire, voilà, est-ce que vous voulez seulement le mot qui a la plus haute probabilité? Dans ce cas-là, votre modèle, il ne va pas être très créatif parce que vous allez toujours avoir la même réponse. Et, vous n'aurez pas d'hallucination, c'est super, mais vous aurez tellement de créativité non plus. Alors, en fait, vous mettez un top key à 3 ou à 5, et puis comme ça, il va choisir dans ces 3 ou 4 possibilités. Après, c'est soit aléatoirement, etc. Mais bref, ce que je voulais Ouais, dire par là, c'est que c'est vraiment des probabilités de mots qui sortent de l'encoder. Ouais. D'ailleurs, on va le voir dans la deuxième partie, il me semble-t-il. merci beaucoup. Voilà, donc, oui. Alors, je vais arrêter le partage pour passer à la suite. Excusez-moi, il y avait aussi une question en commentaire Je n'ai pas vu, pardon. Ouais. oui, que Aurélie vous a posée concernant la gestion des fautes d'orthographe, notamment via ces approches. Ouais, les fautes d'orthographe. Ouais, en fait, je pense que c'est assez magique. Il y a certains modèles qui sont plus sensibles aux fautes que d'autres. Je sais pas si vous avez. Bon, moi, je fais pas mal de typos parce que je tape à deux doigts. Donc, en fait, ce qui fait que la plupart du temps, je fais des erreurs, des fautes de frappe. Et si j'utilise ChatGPT, Claude 3 ou j'en sais rien, ben, j'utilise pas trop ChatGPT, mais plutôt Claude en général. Mais bref, c'est pas grave. Mais, ou d'autres. En fait, on se rend compte enfin, il arrive à absorber, à digérer les fautes d'orthographe, la plupart du temps, je pense. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, ça veut dire que les modèles ne sont pas forcément entraînés sur des mots. Donc, ils sont entraînés, pas non plus sur la base de caractères, mais sur des bytes pairs. Donc, en fait, c'est souvent des syllabes, on va dire, pour simplifier. Ce qui rend le modèle moins sensible aux fautes de frappe, déjà. Après, ça devient un petit peu abstrait de s'imaginer qu'en fait, un modèle est. On arrive à peu près à s'imaginer une représentation vectorielle de mots, et on arrive à s'imaginer qu'un aigle, c'est plus proche d'une oie que d'un écureuil, mais après, quand on commence à aller au niveau caractère ou pas être pair, bon, ça devient un petit peu plus abstrait. On va essayer de se projeter. Mais... Donc, en fait, voilà une des manières qui permet d'absorber digérer les fautes d'orthographe. Et puis après, il y a aussi probablement dans tout l'ensemble des données qui est utilisé pour entraîner le modèle, il y a sûrement aussi des fautes d'orthographe. Voilà. Il y avait non, ouais. Non, c'est bon. OK. J'espère que ça va. Vous êtes encore en forme? Ouais, bon, ouais. On va là.
Ça, c'est la deuxième partie, et puis si jamais on va en faire une autre fois, mais je vais essayer de trouver la bonne. Et la prochaine étape va être un peu plus corsée, donc on va se préparer. Vous devriez voir la partie 2. Je pense que c'est le cas. Ok. Donc, c'est là qu'on va s'attaquer donc au mécanisme d'attention. C'est vraiment la grosse différence avec les modèles précédents. C'est un peu pas la différence avec les réseaux de neurones, c'est aussi un réseau de neurones, mais en fait, c'est la grosse différence avec ce qu'on utilisait avant, c'est le self-attention, le mécanisme d'attention. Donc, on va passer juste un peu de temps à essayer de comprendre et d'avoir quelques intuitions. Alors, personnellement, ça m'a pris du temps à comprendre, donc j'ai pas de honte à dire. J'espère que ça ira plus vite pour vous. Et, moi, j'étais un peu lent à la compréhension du mécanisme d'attention. Donc, on va passer ici. Donc, avant l'avènement pardon pour la traduction, pas forcément transformatoire dans la traduction, mais enfin, c'est la traduction de Google, donc j'imagine que c'est juste, mais bref. Avant l'avènement des transformers, on utilisait les réseaux de neurones récurrents pour la traduction, pour la génération de texte, etc. Donc, bon, le problème, c'est avec les réseaux de neurones récurrents, on ne peut pas toutes les langues, par exemple, ont une structure grammaticale différente. En allemand, le verbe se place à la fin. Donc, on ne peut pas traduire mot à mot français en allemand ou anglais en allemand. Donc, ça, c'était un des problèmes avec les réseaux de neurones récurrents. Après, on a développé d'autres algorithmes avec les LTSM. Donc, on essayait de garder la position des mots, etc., pour permettre justement de différencier, par exemple, les langues. Ou la grammaire des langues, etc. Donc, c'est un des problèmes. Ensuite, un autre problème, c'est que dans les réseaux de neurones récurrents, on perdait le contexte au bout d'un moment. Donc, si on avait une longue phrase ou un long texte, donc on commençait à perdre le contexte et on ne savait plus vraiment d'où on venait, quoi. Donc, ça, c'était un peu les problèmes avec les réseaux de neurones. Donc, on devait encoder nos ARNN dans les couches cachées, tout le contexte, etc. Donc, ça posait un problème. Donc, ce qui a permis de faire, ce qui est la révolution des transformers, c'est vraiment de pouvoir, si on veut schématiser, comprendre non seulement la représentation du mot, mais comprendre le mot dans son contexte. En fait, dans son contexte, donc ça veut dire vraiment dans son contexte large. Pas seulement les mots qui sont à côté, mais les mots qui constituent une phrase, qui constituent un document. Donc, au fait, on a une taille de séquence maximale par modèle. Ça peut être, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à combien, 200 000, comme ça. 200 000, c'est la séquence de texte qu'on peut générer ou qu'on peut mettre en entrée. Donc, on arrive à comprendre les mots dans un contexte de 200 000 mots, pratiquement. Donc, c'est clair que c'est assez puissant. Maintenant, le mécanisme d'attention, qu'est-ce que c'est? C'est surtout de capturer l'indépendance entre les mots. Comment les mots sont reliés aux autres dans une même phrase. Et ça, c'est hyper intéressant et ça permet justement d'atteindre une certaine compréhension du texte, on va dire. Donc, si on peut commencer par une petite intuition. Donc, si on considère la phrase, par exemple, le chien, j'ai pris une traduction, le chien poursuivit le chat à travers la rue, euh, et on essaye de traduire cette phrase en n'importe quelle langue. D'abord, on essaye de faire l'opération auto-attention pour le mot chien. Donc, le chien, d'abord, on va dire, OK, le mot chien, à quel mot dans cette phrase il se rapporte le plus? Donc, c'est ça le mécanisme de self-attention, c'est on va voir, on va multiplier, alors c'est là où on viendra, on va multiplier le vecteur chien par tous les autres mots du
de la phrase, et puis on va obtenir une valeur. Et cette valeur va nous dire, alors évidemment, la première fois qu'on le fait, elle ne va rien nous dire du tout, parce que le modèle n'aura pas été entraîné. Mais l'objectif est de comprendre comment le mot chien est relié aux autres. Voilà. Par exemple, on voit que le mot chien est relié à lui-même, ok, ça c'est la plupart du temps le cas, mais dans ce cas-là, on voit que le mot chien est lié au mot chat, donc il y a une forte relation entre chien et chat. Enfin, en tout cas, mon chien n'aime pas les chats, mais il y a quand même une bonne relation entre eux, ou une mauvaise, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe entre les chiens et les chats, et ensuite, on voit que le chien est le sujet du verbe chasser, etc. Donc, mais que, par exemple, le chien, dans ce cas-là, n'a pas de relation avec la rue. Parce qu'en fait, lui, c'est pas lui qui traverse la rue, c'est le chat. Donc, voilà. Donc, on essaie, dans ce mécanisme, de trouver les similitudes, mais pas les similitudes, plutôt, bon, on parle d'attention, mais les relations entre les mots dans une phrase. C'est ça un petit peu la partie magique des transformers. Ben, ça ne se fait pas au premier coup, ça se fait petit à petit. J'ai une question à ce niveau-là. Mm. En fait, la multiplication, elle ne se fait pas avec les vecteurs de l'embedding. Si, si. Donc, en fait, par exemple, par exemple là, dans l'exemple, dog fois the, ben, ça donnera la même chose dans les deux cas, en fait, parce qu'il y a deux fois the, en fait. Je- Ouais, non, alors, alors ça, c'est excellente question, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit la différence, justement, avec un truc comme work to vec. On ne tient pas compte du contexte. Donc, si je prenais work to vec comme modèle d'embedding, au départ, j'aurais la même chose oui, j'aurais la même chose dans les deux cas. Avec euh, là, on a aussi codé la position. Donc, ça va nous donner aussi le contexte. Donc, ça peut, par exemple, alors le mot 2, le premier mot, n'aura pas la même valeur que le quatrième, puisqu'on aura à la fois le embedding du mot, mais en plus la position. C'est là que ça devient intéressant. Alors là, pardon, quand vous voyez sur la traduction, produira une somme pondérée des intégrations basées sur la pertinence des mots, c'est à peu près juste pour quand Google traduit en intégration, il veut dire embedding. L'autre intuition, peut-être vous avez entendu parler du concept de query key value si vous avez lu des articles sur les transformers. Donc, en fait, l'idée, c'est que voilà, j'ai une requête. Donc, dans le cas d'avant, c'était le mot chien, voilà, doc, je cherche doc. J'ai un certain nombre de clés. Alors, les clés, c'est tous les mots de la phrase. Donc, et puis, je les multiplie les uns aux autres. Et puis après, j'ai des valeurs de similitude. Et ces valeurs, je vais les utiliser après pour pondérer chaque mot de la phrase. C'est comme ça que ça marche sur des moteurs de recherche dans YouTube. Par exemple, vous rentrez un thème, il va chercher des clés, il va vous redonner des valeurs probables. Donc, c'est une autre manière d'essayer de comprendre le mécanisme. Là, j'en ai encore une autre qui est, bon, c'est un peu petite, pardon, mais on peut comparer ça. On a un dictionnaire, on a le mot Apple, banana et chair. Donc, deux fruits et une chaise. Et chaque mot a un poids. Donc, Apple a un poids de 10, banane de 5 et chair de 2. Maintenant, je dis, j'aimerais chercher le mot Apple dans cette base de données. Et là, il va me donner une valeur de 10. Donc, il y a une correspondance avec le mot Apple. Maintenant, si je cherche le mot fruit, il n'y a pas, dans la base de données, je n'ai pas le mot fruit. J'ai pomme, j'ai banane et j'ai chaise. Donc, on va dire, OK, tu cherches fruit, donc ça peut être 60% de chance sur une pomme ou 40% de banane, mais en tout cas pas une chaise. Puis après, ça va me donner, on multiplie ces probabilités par la valeur du mot. Donc, en fait, on va faire 0,6 pour la valeur de pomme, 0,4 fois banane et 0 fois chaise, et ça va nous donner 8. Donc, c'est une autre manière de comprendre un peu le mécanisme. J'espère que ça aide.
Ça m'a aidé. Et donc, bon, là, on revoit un peu le même mécanisme qu'avant. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre la similarité, la relation entre les différents mots. Alors pour ça, il faut comprendre un petit peu la notion de similitude de vecteurs. Mais d'abord, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois pas le chat, mais dites-moi s'il y a quelque chose sur le chat. Euh, donc, il y a plusieurs moyens de calculer des mesures de similarité entre vecteurs. Cosine, similarité, Manhattan, euclidienne, etc. Pourquoi je parle de ça? C'est simplement important de comprendre que, voilà, en multipliant deux vecteurs, on peut obtenir les similitudes entre vecteurs. Donc, en fait, en général, dans les transformants, on va utiliser le produit scalaire. Donc, simplement, on va utiliser cosine ou Manhattan. Donc, on multiplie les vecteurs entre eux. Et puis, en fonction de la valeur, on va avoir une indication. Par exemple, si c'est des valeurs positives, ou si c'est une valeur à zéro, on sait que c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires. Mais si les valeurs de produit scalaire sont grandes, ça veut dire qu'en général, les vecteurs vont dans la même direction et ont une grande similarité. Voilà, donc là, les questions, moi, je pense que vous êtes tous, vous faites des produits scalaires, etc., donc pas besoin d'assister. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Enfin, c'était déjà intéressant avant, mais ça devient encore plus intéressant. C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le self-attention? En fait, on essaie de calculer un vecteur de contexte pour chaque élément. Donc, chaque mot, on veut savoir bon, ce qu'il représente, mais aussi ce qu'il représente dans son contexte. Et pour savoir ce qu'il représente dans son contexte, on va coder ça dans un vecteur, mais ce vecteur, il va contenir les valeurs des autres mots dans la phrase et comment il est lié aux autres mots. Donc, c'est pour ça d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier chaque mot par les autres. Ça va nous donner un poids et ça va nous donner la manière dont on va additionner tous ces vecteurs ensemble. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la première chose à faire, c'est calculer les premières valeurs. Donc, on va prendre, par exemple, le mot, dans ce cas-là, ici, vous voyez qu'on prend le mot 2. Donc, le mot 2, c'est Johnny. On va le multiplier par tous les autres mots et ça va nous donner une valeur. Comme avant, on a pris le mot chien, ça nous donne une valeur. Alors, si on multiplie Johnny par your, ça va nous donner par exemple 0,9 et Johnny par Johnny 1,4, Johnny par start 1,4. Donc ça nous donne ce qu'on nomme les attention scores. Donc ça nous donne une valeur. Cette valeur, on va la normaliser. Pourquoi on normalise? C'est pour surtout, c'est une question mathématique, c'est surtout pour avoir une stabilité lorsqu'on effectue l'apprentissage du modèle. C'est pour avoir une uniformité des valeurs, on va dire, une uniformité d'échelle. Donc, on va avoir ensuite, on passe de 0 à 9, 0, 1, enfin, les rapports sont conservés. 0,9 devient 0,1, le 1,4 devient 0,2, et le 1,0 devient 0,1. Ça nous donne les poids pour chaque terme. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie ces poids par chaque vecteur représentant les mots, donc 0,1 fois le premier, 0,2 fois le deuxième. Donc, si je regarde, j'avais 0,1, 0,2, 0,2, 0,1. Ici, pardon, la même chose, 0,1, 0,2, 0,1. Donc, je multiplie ça par chaque mot et j'additionne et j'arrive au vecteur de contexte. Donc, en fait, j'additionne par rapport aux similitudes, mais aussi aux relations que j'ai avec les autres mots. Donc, je code le contexte d'un mot. Je dis que ce mot, il a une
une grande relation avec le mot stars. Il a un petit peu de step et puis il a un petit peu d'IO. Et tout ça, je le mets dans un seul vecteur. Après, je fais ça pour tous les mots et ça me donne une matrice qui contient donc les attention weights, on va dire. Voilà. Donc, on aura sur la deuxième ligne, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, pour journey, si on multiplie par your et puis qu'on normalise, on a 0,1, enfin 0,13, dans ce cas-là, 0,23, etc., etc. Donc, je multiplie les vecteurs par les autres, j'obtiens les attention scores, ensuite je normalise, j'obtiens les attention weights, et ensuite je calcule les contextes vecteurs, en fait. Donc, la représentation du contexte et du mot. Et ensuite, alors bon, ça, si je fais ça, je peux faire ça à 300 millions de fois, ça va toujours me donner le même résultat parce que j'ai toujours pas entraîné le modèle. Pour entraîner le modèle, je dois lui donner des poids, et c'est ces poids qui seront entraînés. Donc, bon, avant, je n'avais pas de poids, donc je multipliais simplement la clé par la valeur, enfin, les deux mots, par exemple. Mais là, j'introduis la notion de poids qui me permettra de pondérer les engrais et d'avoir un moyen d'entraîner le modèle. Donc, en fait, si je compare avec avant, je multiplie par une matrice de poids au départ, mais à la fin, j'ai quand même les scores, les attention scores, comme j'avais au départ. Mais là, ça me permet d'entraîner le modèle. Donc, ici, on voit la représentation globale. Donc, j'ai le mot, j'ai sa représentation vectorielle, je multiplie par un poids pour la clé, par un poids pour la valeur, par différents poids, et ces poids vont être. Au début, je les initialise d'une manière aléatoire et petit à petit, au fur et à mesure de l'apprentissage, ils vont converger vers les valeurs pour avoir le modèle final. Voilà ce que ça donne. Donc, la dernière étape consiste à calculer les vecteurs de contexte comme on voit ici. Donc, et voilà le résumé. Donc, on a en entrée, en entrée le vecteur X, enfin la phrase, voilà, une phrase ou un texte. Ensuite, on multiplie par des poids, des matrices de poids. On calcule les attentions, etc., pour avoir les vecteurs de contexte à la fin. Donc, passons à la discussion. Merci beaucoup déjà pour la Je ne présentation. sais pas si j'ai été trop rapide ou pas assez rapide, mais en tout cas, j'ai trouvé le livre très, très détaillé pour comprendre comment bâtir un LLM. Donc, en plus, si vous allez sur GitHub, vous pouvez vraiment même tester avec vos propres textes et voir ce que ça donne. D'autres questions? Voilà. Non. Est-ce que ça a été c'est clair ou des commentaires, des questions? Le lien GitHub. Ah oui, hein, attendez, je vais vous le chercher. Ah, seconde, je vous le donne.
Ouais. C'est assez intéressant. Ce qui est vraiment bien avec le code, c'est que ça part vraiment de la base. Donc, collecte de données, nettoyage des données, tokenisation, etc., etc. Donc, étape par étape. Donc, après, ça deviendra sûrement plus clair que mon petit exposé. Et sinon, vous pouvez me trouver sur Meetup ou sur LinkedIn et si vous voulez échanger, avec plaisir. S'il y a plus d'autres questions, merci, bon week-end. J'espère qu'il sera plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Patrick, Merci une beaucoup. petite question. Ah, vas-y, Dominique. Ouais, ouais, désolé. Une petite question. Les slides que tu as présentés, ils sont à disposition également? Ouais, je peux le mettre sur Meetup, je pense, ou je sais pas. Ouais. En fait, les slides, donc en fait, moi, juste, j'ai pas précisé au début. J'ai demandé à Sébastien Rachka si j'avais l'autorisation d'utiliser ces slides pour ces réunions. Il m'a dit oui, avec plaisir. Donc, je peux les partager. Ok, alors, volontiers, parce qu'alors tu vas un peu vite pour moi. Ah, ok. Non, mais écoute, de toute façon, chacun à son niveau. C'est clair que ce genre d'approche, personnellement, c'est à 180 degrés de ce que je fais visuellement. Donc forcément, je mets un peu plus de temps. Non, mais j'ai admis que ça m'a pris des mois à comprendre. Donc, j'imagine que ça va pas prendre une heure. Je pense que certains, ça leur prendra une heure, mais en tout cas, pas moi. Donc, Non, il n'y a pas de honte moi à non avoir. plus. Moi non plus. Il n'y a pas de honte à avoir. En tout cas, je vous remercie, c'était Ouais. super. Donc, je vais essayer de faire d'autres webinaires, si possible, avec d'autres sujets. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées. C'est sympa. Alors justement, j'ai une petite question Mm. de mon côté aussi que je voulais vous poser. Parce que bah, quand on regarde un peu donc, les large language models, ça, donc avec ces ensembles de paramètres, donc du coup de poids que l'on cherche à assigner, Mm. donc quand on est dans la partie, on va dire, production et que les poids sont entraînés, là, je peux comprendre les produits vectoriels ou alors les Mm. matrices, tout ça qu'on va calculer. Ouais. Ça va jouer puisqu'on va avoir vraiment des petites matrices, voilà, NN qui vont apparaître. Mais quand, par exemple, vous prenez un texte de 500 000 mots, si on fait vraiment l'approche brute force, on va avoir une matrice 500 000 par 500 000, par exemple. Ouais. Comment est-ce qu'on peut gérer la mémoire, notamment pour les produits matriciels de tels 500 000 par 500 000, par exemple? Ouais. Bon, d'abord, je crois que le maximum, c'est pas ça. Je sais pas combien est le maximum. Bon, alors il y a deux choses. D'abord, je crois qu'on ne fait pas des multiplications de matrices de 200 000 ou 500 000, mais on utilise des algorithmes qui permettent d'éviter ça. Alors, bon, ça serait toujours des matrices assez énormes, mais alors là, j'ai pas été jusque-là, mais je crois D'accord. qu'il y a des Mm, algorithmes qui permettent mm. justement pas des raccourcis, mais des optimisations pour Ouais. éviter ça. Mm. Par contre, je veux dire, je ne sais pas combien ça coûte pour entraîner un modèle. On parle de, je ne sais même pas, une dizaine de millions, une centaine de millions d'euros. Sans, Ouais, donc, pour ChatGPT ou alors le GPT-5 qui arrive, ouais. par exemple, c'est minimum 100 millions de dollars que OpenAI a lâché pour vous donner un nombre. Voilà. Moi, je fais des petites expériences moi-même. Je veux dire, même sur des petites matrices, il faut déjà une quantité de mémoire assez impressionnante. Donc, bon, Mm. c'est clair que. Et c'est pour ça aussi que si vous regardez le cours de NVIDIA, tendance à exploser. Donc, Mm. comme ça a plutôt l'air de bien marcher. Et donc, voilà, mais c'est clair que bah, si vous voyez maintenant la tendance, c'est plutôt à essayer d'aller vers des modèles plus petits. Hein. D'ailleurs, maintenant, Mm. voilà, on essaie d'augmenter, alors qu'aujourd'hui, des modèles, il y a un modèle dernièrement qui a été annoncé sur Amazon, mais bon, bref, mais Mistral Small, je crois, donc qui a, je sais pas, enfin, petit, c'est pas sur parler, c'est 2 milliards de paramètres, mais quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on ira, moi, personnellement, vers des modèles de plus en plus petits, mais plus spécialisés. Mais enfin, bon, ça, c'est juste mon opinion, quoi. Ça n'empêche pas qu'il faudra toujours autant de mémoire, ou pas mal de mémoire. Mais c'est vrai que c'est, en fin de compte, c'est des multiplications de matrix et on a comment on dit ça, un-
je veux dire, comment on appelle ça, j'ai oublié. On est dans le domaine du carré, hein, je veux dire, si vous augmentez de 10, vous avez un effort de 100 hein, pour y arriver. Oui, oui, c'est le scaling, ça. C'est Ouais, effectivement, c'est scaling quand vous qui est scalez le cas. en n square, en n cube, Voilà, tout ça. ouais. On est dans le Mm. domaine du carré et pas de logarithmique, donc ça explose assez rapidement. Mm. Ah bah, merci beaucoup. Parce que oui, mais en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair. Et c'est vrai que c'est ça, moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est que la logique, elle est là. Mais par exemple, on va prendre, je sais pas, des CPU, voilà, les petits ordis locaux, le petit Mac qu'on va faire fondre la carte mémoire, tout ça. Bon, évidemment, Nvidia, Intel, compagnie, ils prennent les GPU ou les TPU, tout ça, voilà. Il passe aussi par AWS, que vous connaissez bien, tout ça, voilà, toutes ces choses-là. Donc, Par Google, mais Microsoft aussi. voilà, mais quand on veut développer des petits projets from the scratch, tout ça à la maison, c'est vrai que là, on est un peu. Non, là, on n'a aucune chance. Donc, c'est là que, en fait, si on a par exemple, le RAG fonctionne très bien, hein, donc, c'est-à-dire, on lui donne on n'est pas obligé de faire de l'entraînement, hein. On peut faire soit de few shot learning en donnant des exemples, et ça marche assez bien. Ou bien on lui donne de l'information sous forme de documents pour augmenter un peu la connaissance du modèle, donc pour raffiner. Donc, ça marche aussi bien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin de faire de l'apprentissage de zéro, mais je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça marche dans les Pour le conditions. RAC, vous avez des métriques un peu de savoir ce qui est faisable, ce qui est réaliste de faire. Non, mais bah, franchement, là, j'essaye avec un collègue à moi d'entraîner un modèle qui comprendrait le patois fribourgeois. Donc, et ben, j'ai quand même arrêté l'enregistrement, ça ne doit pas intéresser grand monde. Donc.